regardez RTI 1, bonsoir à tous, dans l'actualité de ce 12 avril. C'était une rentrée solennelle marquée par la présence du Premier ministre Patrick Kachi qui représentait le chef de l'État. À Yamoussoukro, les sénateurs ont repris du service ce mardi. Les 3 groupes parlementaires repartis dans 6 commissions vont animer l'hémicycle au cours des 9 prochains mois. La présidente de la Fondation Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, a offert des dons en vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA à la communauté chrétienne à l'occasion de la fête de la Pâque 2022. L'épouse du chef de l'État a appelé les guides religieux et l'ensemble de la communauté chrétienne à prier pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Et puis la phase 2 du projet Suède a été lancé samedi dernier à Korogo. Le projet va réduire les inégalités de genre, soigner, éduquer et former majoritairement la gente féminine afin de lui permettre d'accéder à des emplois décents et stables. Voilà pour le titre. Il représentait le chef de l'État à Yamoussoukro. Le Premier ministre Patrick Kachi a pris part ce mardi à l'ouverture de la session 2022 du Sénat, une session ordinaire qui marque le début des activités parlementaires et qui va durer 9 mois avec le passage au scanner de l'action gouvernementale. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Selon l'article 94 de la Constitution ivoirienne, l'ouverture de la session du Sénat a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. C'est en application de cette disposition constitutionnelle que les sénateurs ont ouvert ce mardi 12 avril la session ordinaire 2022. Session ouverte en présence du chef du gouvernement Patrick Kachi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, membres du gouvernement et du corps diplomatique. Un seul point à l'ordre du jour de cette rentrée des classes, le discours d'orientation du président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio. Mesdames et messieurs, chers collègues, les nombreux défis de cette session ne doivent en aucun cas nous faire perdre de vue la prépondérance absolue de notre fonction législative. Ainsi, outre la programmation des projets de loi déposés sur le bureau du Sénat, notre Chambre reste en attente des délibérations de l'Assemblée nationale relatives aux 24 premiers projets de loi dont elle a été saisie. À cet égard, il importe que notre institution veille à rendre la loi plus intelligible et plus accessible aux citoyens, de telle sorte qu'il ait une parfaite connaissance et une entière compréhension de la règle qui lui est applicable. Il apparaît essentiel de mettre en œuvre de manière effective, conformément aux dispositions de la Constitution, notre droit d'initiative en faisant des propositions de loi. Toujours dans la droite ligne de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles, le Sénat compte organiser cette année un forum dédié à la diaspora ivoirienne, assises qui permettront de recueillir les préoccupations des Ivoiriens vivant à l'étranger. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la diaspora ivoirienne compte environ 1,2 million de personnes. Sa contribution aux flux financiers est passée de 99,5 milliards de francs CFA en 2008 à près de 190 milliards en 2017, soit une progression de 91%. On le voit, l'apport de cette diaspora à l'économie ivoirienne est important. S'agissant du droit de regard dont dispose le Sénat sur l'action gouvernementale, Janou Ahoussou-Kouadio félicite l'exécutif pour la prise de mesures visant à amoindrir le choc des crises internationales sur le quotidien des populations. Cependant, la Chambre haute du Parlement recommande au gouvernement d'accentuer ses efforts en ce qui concerne la modernisation de l'agriculture. L'agriculture représente en effet 19% du PIB et plus de 75% des exportations de notre pays en 2019. S'il est ainsi incontestable que l'économie ivoirienne repose sur l'agriculture, le Sénat voudrait inviter le gouvernement à multiplier les lycées et collèges agricoles en vue de l'installation à moyen terme de jeunes formés au métier de l'agriculture sur des fermes aménagées. À cet effet, l'autosuffisance alimentaire devait être inscrite au rang des priorités nationales en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur quant à l'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires. Telle une force de proposition, le Sénat suggère ces solutions afin de booster l'emploi des jeunes et des femmes
de renforcer la décentralisation, de redorer le blason de l'école ivoirienne, de moraliser la vie publique et enfin de veiller à la paix et à la stabilité du pays. Dans un monde devenu multipolaire et au regard des défis de notre nation, je voudrais inviter solennellement l'ensemble de nos concitoyens à constituer une union forte autour du président Alassane Ouattara en vue de la consolidation et de la pérennisation des précieux acquis ces 10 dernières années. Sachons, chers concitoyens, mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos divergences. Sachons, chers concitoyens, faire en sorte que le pays de Félix Houphouët-Boigny demeure cette oasis et ce havre de paix et de prospérité envié et respecté de tous. Notons que 94 sénateurs ont répondu présents à cette ouverture de session sur les 97 que compte l'institution. Ils ont été informés par Jeannot Ahoussou-Kouadio que les 2 chambres du Parlement se réuniront en congrès le mardi 19 avril prochain à la demande du président de la République, ce conformément à la Constitution. Et comme vous venez de le voir, ce mardi 12 avril marque la rentrée des classes chez les sénateurs. Plusieurs présidents d'institutions ont pris part à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire. Tout au long de cette nouvelle année, divers projets de loi seront votés. Des débats sont également prévus par les différents groupes parlementaires. On en parle avec Kader Sogodogo. 4e rentrée de la première législature de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. 6 commissions permanentes. Elles seront chargées d'examiner les projets et propositions de textes entrant dans leurs compétences ainsi que des pièces et documents s'y rapportant. Cela est bien stipulé dans l'article 52 du règlement. Il s'agira également de mettre en œuvre dans leur domaine de compétences le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. Article 21, alinéa 1 du règlement. Ces commissions sont la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des affaires sociales et culturelles, la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales, la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, la Commission de la sécurité et de la défense, et enfin la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. À ce jour, le Sénat compte 97 sénateurs qui animent ces commissions. Ils constituent dans leur ensemble 3 groupes parlementaires, 78 pour le RHDP et 17 pour le PDCI. Pour le groupe parlementaire RHDP, il s'agit de maintenir l'élan de développement que le président de la République imprime à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de participer en tant que parlementaire à la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Nous avons la possibilité d'exprimer nos différences. Nous avons la possibilité de faire les observations que nous voulons faire. Donc nous considérons que la cohésion est totale. Et c'est en parfaite harmonie d'ailleurs avec le groupe parlementaire d'en face. 2 sénateurs neutres, Pierre-Michel Hipolago et Mariam Dao Gabala. Les débats sont francs et nous avons pour habitude de dire que les débats doivent être francs, mais les votes sont personnels. Donc une très bonne collaboration, parfois de vives discussions, mais toujours une très bonne entente, cordialité, et la Côte d'Ivoire est toujours devant. Nos droits sont respectés. Chaque fois que nous avons eu besoin de dire un mot, nous l'avons dit. Et chaque fois que le président du Sénat ou le président de séance demande si les groupes parlementaires ont quelque chose à dire, ils demandent aussi aux non-affiliés s'ils avaient quelque chose à dire. Donc c'est une collaboration parfaite et nos droits sont parfaitement respectés. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a donné son discours de rentrée. Les orientations sont connues. Pendant 9 mois, les sénateurs seront ainsi à pied d'œuvre pour contribuer à l'édification d'une Côte d'Ivoire forte, modèle et surtout prospère. Nous sommes à Yamoussoukro et nous restons pour écouter des réactions recueillies au micro de Kader Sogodogo. Je suis ici à ma qualité de président de la Chambre consultative, dont les avis, les suggestions sont attendus par les chambres parlementaires. Je me devais donc d'être ici pour être à un niveau convenable afin que le moment venu, par rapport aux projets de loi qui seront
examinés ici, nous puissions donner les avis qu'on vienne. Ce qu'il faut retenir de l'intervention du président du Sénat, je dirais déjà en 2 mots qu'il a appelé à la cohésion. Il a demandé que tous les Ivoiriens puissent s'unir autour du président Alassane Ouattara devant les grands enjeux. Le discours était complet, il était entier. Il a traité tous les sujets, point par point, et chacun s'y retrouve. Je tenais à féliciter tous les sénateurs, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, surtout le président du Sénat. Il a souhaité que nous fassions beaucoup de production, et je crois que le gouvernement, sur instruction du président de la République, est en train d'œuvrer à faire en sorte que, effectivement, nous fassions beaucoup de production et que nos marchés puissent être approvisionnés. Elle a plaidé pour les collectivités territoriales. Donc, elle a plaidé pour les conseils régionaux, pour les mairies, l'effet de faire en sorte que le gouvernement fasse véritablement une décentralisation effective. Que le gouvernement s'épanche effectivement à rendre autonomes les collectivités déconcentrées, que sont les mairies, que sont les conseils régionaux, pour qu'ils puissent accompagner le développement parce qu'ils sont plus proches des populations. C'est un discours où il a fait le tour de l'actualité, des problèmes que nous connaissons et des défis dont nous serons confrontés dans l'avenir. Et en tant que sénatrice et sénateur, au nom de tous les sénateurs, nous prenons acte et nous espérons pouvoir accompagner le président du Sénat, donc le président de la République, par rapport à tous ces défis-là. Le discours du président du Sénat est beaucoup prometteur, en ce sens qu'il promet le forum avec la diaspora ivoirienne. Vous savez combien de fois la diaspora ivoirienne apporte à l'économie. Donc ce forum va nous permettre de collaborer. Le Sénat ira à la rencontre des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, puisqu'ils sont une grande dynamique pour l'économie de notre pays. Et les sénateurs sont mis en activité pour pouvoir rencontrer la diaspora, pour pouvoir mettre ensemble toutes les synergies ivoiriennes qui sont à l'extérieur. On sort satisfait. Pour nous, sénateurs, on sort requinqués parce qu'on connaît maintenant l'orientation qui va nous guider pendant notre session, qui est la dernière de cette année. Et ensuite, on est heureux d'avoir eu le point, on pourrait qualifier ça, le point sur la vie de la nation. Monsieur le Président du Sénat a fait un discours magistral et il a dit que toutes les actions que mène le Président de la République à l'endroit des parlementaires sont des actions qui sont à louer et à saluer. Et le Sénat aujourd'hui, avec l'Assemblée nationale, le Sénat a toute sa place. Je donne lecture de ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Messieurs Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, et Jeannot Aossou Kouadio, président du Sénat, informent les députés et les sénateurs que sur convocation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le Parlement se réunira en congrès le mardi 19 avril 2022 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au cours de ce congrès, le président de la République adressera son message sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs conformément à l'article 114 de la Constitution. Mesdames et messieurs, les députés et les sénateurs sont invités à prendre toutes les dispositions utiles pour être présents à cette réunion du congrès. La première dame de Côte d'Ivoire a offert ce mardi un important don en vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA, un don destiné à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Retour sur le film de la cérémonie de remise avec ce compte-rendu de Viviane Aïma. À l'approche de la célébration, le 17 avril, de la fête de Pâques, ce mardi 12 avril, la première dame de Côte d'Ivoire a convié à son cabinet les représentants de toutes les obédiences chrétiennes en Côte d'Ivoire pour une remise de dons à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire pour la fête de Pâques. Chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, chrétiens orthodoxes, protestants méthodistes, chrétiens célestes et autres églises révélées de Côte d'Ivoire, sœurs religieuses de plusieurs congrégations catholiques, ils ont répondu présents à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire. Le rôle est revenu aux représentants du cardinal Jean-Pierre Coutois
d'exprimer la gratitude de la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire pour l'acte de générosité posé une nouvelle fois par la Première Dame après le don fait l'année dernière à la communauté chrétienne. Madame la Première Dame, au nom du cardinal Jean-Pierre Coutoin, archevêque d'Abidjan, qui m'envoie le représenter au nom de la communauté catholique, au nom de tous les autres frères et sœurs bénéficiaires de ces dons, et à mon nom propre, je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Que ces remerciements fassent écho à toute votre famille, en particulier à Monsieur le Président de la République et à tous ses collaborateurs, tous vos collaborateurs qui vous entourent et qui vous aident dans cette œuvre précieuse de charité. Ce don offert à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire est composé d'importantes quantités de vivres. Pour la fête de Pâques, Madame la Première Dame, à travers sa fondation, offre 3000 sacs de riz de 25 kg, 2500 cartons de pâtes alimentaires de 5 kg, 1250 cartons de bidons d'huile, 750 cartons de pâtes de tomates concentrées, 10 000 paquets de couscous de 500 grammes chacun et 400 cartons de boîtes de lait bonnet rouge et 100 cartons de boîtes de petits pois. Tout ceci d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Saisissant l'occasion de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a appelé les leaders chrétiens à œuvrer pour la préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter les guides religieux à davantage de prières d'intercession en faveur du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur du gouvernement avec à sa tête M. Patrick Hachi et toutes les populations qui vivent dans notre beau pays. Par ailleurs, je voudrais les inviter à exercer les activités cultuelles dans le respect des lois et règlements de notre pays, en mettant un point d'honneur au respect de la foi manifestée par les autres communautés religieuses. Gage de vivre ensemble que prône inlassablement le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Recevant ses coreligionnaires chrétiens en cette veille de Pâques, la Première Dame de Côte d'Ivoire leur a exprimé sa solidarité. Chers frères et sœurs, c'est pour moi une joie de vous retrouver en cette semaine sainte, annonçant la fête de Pâques comme chaque année, afin de vivre avec vous les valeurs de partage et de solidarité incarnées par cette grande fête chrétienne. Cette année encore, nous avons décidé d'offrir des vivres à nos frères et sœurs chrétiens défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques autour d'un bon repas dans la quiétude et dans la joie. Nous voulons surtout qu'ils sachent que nous sommes solidaires avec eux et que nous prions le Seigneur pour que leur situation s'améliore. À nos chers guides religieux ici présents, ainsi qu'à toute la communauté chrétienne, je voudrais, au moment où nous préparons à célébrer la fête de Pâques, vous demander de prier encore plus ardemment pour que notre pays demeure dans la paix et dans l'unité. Soyons unis dans la prière et vouons nos cultes à la paix dans notre pays. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. La Première Dame de Côte d'Ivoire a ensuite procédé à la remise symbolique des dons aux représentants des différentes obédiences chrétiennes en Côte d'Ivoire. Et suite au geste de la Première Dame, les guides religieux affichent leur satisfaction. Ils réagissent au micro de Viviane Aïma. On avait l'habitude de donner, mais avec un don pareil, ça va nous permettre d'aller plus loin et de peut-être visiter plus de familles qui sont vraiment en besoin. C'est grand ce que la Première Dame fait à l'endroit non seulement des musulmans, mais des communautés chrétiennes. Je crois qu'il faut l'encourager et prier le Seigneur pour que les moyens lui soient octroyés, pour qu'à chaque instant, elle puisse répondre, n'est-ce pas, aux désirata de ceux qui la sollicitent. Si les gens souffrent, si les gens n'ont pas à manger, et si les églises ne peuvent pas intervenir aussi efficacement, avec cet ajout, nous pourrons aller au-delà de nos moyens. Quand nous voyons les gestes de Madame la Première Dame avec son association
Children of Africa, ça montre effectivement qu'elle est bénie pour les pauvres. La Bible dit qu'ils partageaient tout ensemble de sorte qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Et c'est ce que la première dame vient de faire. Elle a partagé son peu avec l'Église de sorte que les personnes qui sont dans le besoin, en tant soit peu, soient encouragées, soient soutenues et sachent qu'elles ne sont pas seules dans la situation qu'elles traversent. Donc, au nom de l'Église, au nom de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, nous voulons dire merci à la Première Dame, que Dieu la bénisse, Dieu bénisse son époux, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de pauvres, de personnes démunies qui viennent frapper à nos portes. Donc c'est des dons qui vont vraiment à ces pauvres, à ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. Nous lui disons infiniment merci et nous l'accompagnons de nos prières. Je vous le disais également en ouverture de cette édition démarrée en 2015 et financée par la Banque mondiale. La seconde phase du Suède, qui couvre la période 2021-2024, va cibler 800 000 filles pour une enveloppe qui s'élève à plus de 35 milliards de francs CFA. Une seconde phase qui va toucher une vingtaine de régions et dont le lancement officiel a été fait en présence de plusieurs membres du gouvernement. À Korogo, la correspondance d'Ami Sissoko. IFEF de Korogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, visite l'espace. Ici sont formées des jeunes filles sur le leadership, la connaissance de soi, la santé sexuelle et l'entrepreneuriat par l'épargne, entre autres. Encadrées par des mentors, ces jeunes filles sont des bénéficiaires des acquis de la première phase du projet Suède. Grâce à leurs conseils, j'arrive à m'en sortir. Et puis au niveau du commerce aussi, j'arrive à me débrouiller beaucoup. Parce que quand tu fais un commerce et tu ne sais pas comment gérer ton argent, tu te fatigues pour rien. Comme elle, le projet Suède ou projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, démarré en 2015, aura dans sa première phase permis à 50 000 femmes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire de réduire leur vulnérabilité. Pour le lancement officiel de la seconde phase, Korogo, la capitale de la région du Poro, est choisie. L'objectif visé par cette deuxième phase du projet Suède, qui s'étend sur 20 régions administratives, est d'intensifier les activités et de les porter à l'échelle au niveau national par son extension à 10 nouvelles régions. La phase 2 du projet Suède cible 800 000 filles à risque dans les zones d'intervention sélectionnées, dont au moins 6 900 filles seront atteintes directement et au moins 191 000 filles touchées par la formation sur la santé sexuelle. Montant investi par l'État ivoirien, plus de 35 milliards de francs CFA. Un projet cher au gouvernement et rappelé par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, représentant le Premier ministre Patrick Hachi. Le programme social du gouvernement entend tirer parti de la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que le PSGouv, le programme social du gouvernement, vise précisément à accélérer le rythme de la réduction de la pauvreté et à rendre la croissance économique plus inclusive à travers des actions sociales ciblant les populations vulnérables. Action sociale dans la continuité du travail réalisé par Maria Toukone, actuelle ministre de l'Éducation nationale et ancienne autorité de tutelle pilotant la première phase du Suède. Un projet porté par 13 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Niger. Il bénéficie de l'appui financier et technique de la Banque mondiale et de l'UNFPA. On parle maintenant de santé avec le point de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 12 avril 2022 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 1091 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 12 avril, la Côte d'Ivoire compte donc 81 834 cas confirmés, dont 81 001 personnes guéries, 797 décès et 27 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 484 042. Le
Le 11 avril, 19 199 doses de vaccins ont été administrées sur un total de 12 88 334 doses du 1er mars 2021 au 11 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Les producteurs de café et cacao en activité sur l'ensemble du territoire national seront tous identifiés. Leurs vergers seront également localisés. Le projet permettra d'obtenir une meilleure traçabilité des opérations commerciales au sein de la filière. Et depuis le 6 avril dernier, une carte d'identification unique, dite fiable et sécurisée, a vu le jour. Et selon le Conseil Café et Cacao, qui en est l'initiateur, la carte vient renforcer le processus de digitalisation de la filière afin de répondre aux exigences du marché mondial. C'est le dossier Eco Plus de ce mardi. Il est proposé par Jean-Luc Mangbo. Ils sont venus des 4 coins du pays pour occuper, le mercredi 6 avril dernier, la salle de l'auditorium de la Caisse Tab au Plateau. Eux, ce sont les producteurs de café-cacao, responsables de coopératives, qui n'ont pas voulu se faire compter ce moment historique, le lancement de l'opération de distribution des cartes de producteurs de café et de cacao. Cette carte va vous permettre de faire toutes les transactions avec sécurité. Vous n'aurez plus besoin de transporter de l'argent pour aller en plantation. Je pense que l'État vient de faire un grand coup en permettant de digitaliser les achats du cacao. C'est une grâce. On n'est pas des fonctionnaires, mais on a une carte, c'est une grâce, c'est une joie, quoi. Arrivé au village, je vais une fois présenter cette carte à mes frères pour leur dire d'avoir le courage de d'immiscer dans la plantation. La filière café-cacao à l'heure de la digitalisation. Des producteurs désormais titulaires d'une carte pour les transactions financières. La particularité de cette carte, c'est le code QR dont elle est dotée et qui renferme toutes les informations sur le producteur et son verger. Aboutissement d'une vaste opération de recensement initiée par le Conseil Café Cacao depuis avril 2019. Ici, tu as combien de personnes ici? Ici, on a 5. Vous êtes 5 ici, non? Toi et puis tes enfants. D'accord. Une opération de recensement qui a duré 21 mois et qui a mené 750 jeunes diplômés et agents du Conseil Café Cacao dans les hameaux les plus reculés du pays. La connaissance des plantations ouvre la voie à la mise en place d'une véritable traçabilité du cacao qui est produit dans nos différentes régions. Dans la conception du projet, nous avons pris en compte les problématiques majeures de la filière aujourd'hui, qui sont la lutte contre le travail des enfants et la lutte contre la déforestation. Le recensement des producteurs de café-cacao et de leurs vergers a coûté environ 6,5 milliards de francs CFA, avec des premiers résultats. 993 031 producteurs recensés, dont 8% de femmes. L'âge moyen des producteurs de café-cacao est de 44 ans. 3 27 290 personnes vivent dans les ménages de producteurs. Quant aux vergers, la superficie totale des parcelles de café et de cacao levées est de 3 220 800 hectares, dont 2 522 170 hectares pour le cacao et 110 470 hectares pour le café. Le recensement était l'étape essentielle pour parachever l'opérationnalisation du système de traçabilité de la chaîne de valeur du café et du cacao. Chaque produit d'un producteur aura un numéro, puisque après le recensement, les producteurs seront marqués par un code producteur. Donc c'est ce numéro qui va accompagner leurs produits jusqu'à Abidjan. Quand on voit un sac de cacao ou un sac de café, un numéro inscrit dessus, on sait sa provenance. La carte professionnelle qui va sortir du projet de recensement va permettre aux coopératives d'avoir des produits de bonne qualité. La carte qui est mise aujourd'hui à la disposition du producteur est une carte d'identification associée à une carte de paiement.
Une option prise par le Conseil Café Cacao, engagé dans le processus de la digitalisation du système de commercialisation. Il n'est plus question de délivrer des feuillets pour attester une transaction des feuillets de reçus, mais tout cela sera automatiquement enregistré à partir d'outils modernes, des terminaux que nous allons introduire dans le circuit de commercialisation et outils à partir desquels nous allons capter les informations sur la carte du producteur et donc suivre l'effectivité en temps réel des transactions qui auront lieu sur la chaîne valeur de la filière café-cacao. Le Conseil Café Cacao s'est attaché les services de partenaires techniques nationaux et internationaux tout le long du processus. Nous avons mis tous les moyens pour que cette carte-là, à travers un QR code, puisse être utilisée comme les mobile money connus aujourd'hui sur la place. En plus, avec la solution USSD qui est aussi accessible par les paysans, ils peuvent même retirer de l'argent sans avoir leur carte physiquement comme un mobile money classique. Des partenaires qui veilleront à la sécurisation de ce nouvel outil, mais surtout à son opérationnalisation à travers une éducation des masses paysannes. Pour accompagner l'usage de ces cartes et disons l'inclusion financière de ces populations, c'est de travailler à fournir des programmes d'éducation financière. C'est important parce que mieux ces planteurs sauront comment cela fonctionne, mais mieux ils ne se feront pas avoir par les fraudeurs. Nous allons déployer nos meilleures pratiques en termes d'éducation financière, comment utiliser la carte, qu'est-ce que ça représente la carte. Aujourd'hui, ce sont 95% des producteurs de café et de cacao en Côte d'Ivoire qui ont été recensés et qui seront donc titulaires de ces cartes. Un répertoire dont disposent désormais les autorités de la filière pour la mise en œuvre des projets à venir. La filière café et cacao à l'heure du digital, un dossier de Jean-Luc Gbangbo que vous pourrez retrouver sur nos plateformes digitales également. L'agence coréenne de coopération internationale KOICA vient de signer un accord de coopération avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'accord prévoit le renforcement des capacités de formateurs de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et la KOICA va investir environ 4 milliards de francs CFA dans la construction d'un hub technologique. Et il est temps pour moi de céder l'antenne à la régie finale. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.